Et à 8h19 sur Europe 1, on vous retrouve Jean-Pierre Elkabbach à Washington, votre invité Olivier Blanchard, chef économiste donc au FMI. Merci de nous recevoir au siège du Fonds monétaire international. Olivier Blanchard, bonjour. C'est un plaisir. La situation financière, économique, sociale, même morale de l'Amérique n'est pas bonne. Les États-Unis ont donné l'habitude de souffrir quelquefois et de rebondir toujours. Cette fois, on a l'impression qu'ils souffrent sans repartir. Est-ce que c'est un phénomène dangereux, j'ai envie de dire, pour les Européens et d'abord pour les Américains? Je pense qu'ils rebondiront parce que les États-Unis, en effet, rebondissent toujours. Moyennant quoi, cette fois-ci, ils ont eu une maladie tout de même grave et on est en période de convalescence. Ce qui est vrai des États-Unis et d'autres pays, c'est que quand on a une crise financière, on s'en sort doucement. Par rapport à d'autres crises comme des augmentations du prix du pétrole ou des choses de genre, où en général on récupère assez vite dans les 3-4 ans qui suivent. Je crois qu'il y a une longue période de convalescence avec des risques de rechute. Est-ce qu'il faut s'attendre à une plongée du monde dans une nouvelle crise ou une rechute, comme certains le disent, ou le craignent? Je ne pense pas qu'on va voir une plongée. Donc nous, on continue à prévoir un taux de croissance positif, pas très élevé. C'est-à-dire que les pays riches ont une croissance lente. Ils auraient besoin d'une croissance beaucoup plus rapide pour rattraper le retard. Donc on continue à avoir des taux de chômage qui restent élevés à l'horizon 2011-2012. Mais le reste du monde, les pays émergents, se portent très bien. Oui. Mais 2010, dans l'ensemble, c'est quel taux de croissance? On sera entre 3 et 4 pour le monde dans son entier, mais ça traduit une asymétrie. Ça traduit des taux de 1 à 2 pour les pays avancés, de 6 à 8 ou même plus pour les pays émergents. Et 2011? À peu près pareil. La Fed va injecter des centaines de milliards de dollars dans le circuit financier pour doper une reprise qui est mollassonne, autour de 2%. Est-ce que c'est une bonne démarche? Est-ce que c'est sans risque quand on peut imaginer que ça va fabriquer de l'inflation? Si ça fabriquait de l'inflation, ce ne serait pas la fin du monde parce qu'on est aux États-Unis dans une période où l'inflation est très basse et il y a un danger de déflation. C'est une bonne mesure, ça n'a pas été tenté historiquement sur cette échelle, donc c'est une mesure courageuse dont on ne connaît pas tous les effets et qui aura des effets positifs. Des effets positifs mais limités. Des effets positifs, mais pour les Européens aussi? Pas nécessairement, ça dépend un peu de ce qu'ils décident de faire eux-mêmes. Des effets potentiellement plus complexes pour les pays émergents qui commencent, on le sait, à se plaindre parce que ça crée des flux de capitaux vers les pays émergents. Fondamentalement, les flux de capitaux, c'est une bonne chose, mais ça peut être excessif, ça peut arriver trop vite, il peut pleuvoir trop et à ce moment-là, ils sont un peu débordés. En Europe, Olivier Blanchard, la priorité, vous le savez, c'est réduire les déficits et les dettes au prix d'efforts qui sont parfois drastiques et les populations souffrent. Elles sont à la peine. Est-ce que c'est le meilleur moyen de favoriser la reprise? La meilleure manière de le faire, c'est de le faire doucement, de manière crédible. D'avoir des plans à 5 ans, parce que si on le fait très vite maintenant, on a un risque que ça affecte la croissance négativement et qu'on retombe dans une deuxième récession en Europe. Et si l'Europe parvient à créer une sorte de gouvernance économique de la zone euro à 5 ans, quelle croissance peut-elle espérer? Je pense que la gouvernance européenne serait une bonne chose. Que ça ait un gros effet sur la croissance, il ne faut pas se leurrer. Et est-ce qu'il y a un sursaut qui est possible pour elle? Il y a certainement un sursaut, il n'y a aucune raison de penser qu'il va se produire demain ou l'année prochaine, mais on peut espérer que des réformes structurelles aient un effet. Vu de votre bureau de Washington, Olivier Blanchard, la France, est-ce qu'elle paraît un pays incapable de se réformer ou qui se réforme? Peut-être dans la douleur, mais qui se réforme. La France est un pays très riche, d'abord, donc il ne faut pas l'oublier. Les pays très riches ont tendance à croître doucement. Il y a un certain nombre de réformes structurelles à faire en France. On vient d'en faire une qui est certainement très importante, la réforme des retraites. Elle est suffisante ou il faut aller encore plus loin? Je crois qu'elle est d'abord substantielle. Est-ce qu'elle sera suffisante pour toujours? Peut-être pas, et il fallait la faire. C'est une réforme qu'il aurait fallu faire depuis 20 ans. Quelle autre réforme? Il me semble que, par exemple, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé avant de venir au fond, qui est la réforme de l'emploi. On a un système dual avec ce système de CDI et de CDD qui ne bénéficie pas aux jeunes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les jeunes et pour les seniors. Il faut le rendre plus égal. Il faut faire un système où il y a une protection de l'emploi parce qu'elle est parfaitement justifiée, mais où la protection de l'emploi vient de manière plus douce au fur et à mesure du temps. Et vous recommandez la flexibilité sur le marché du travail? Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire la flexibilité sur le marché du travail. Il faut que ce soit possible pour les entreprises de diminuer leur force de travail s'ils n'ont pas de commandes. De ce point de vue-là, là encore, une bonne protection de l'emploi est importante. Ça ne veut pas dire pas de protection de l'emploi. Il en faut une. Et elle peut être bien meilleure que celle qui existe. Et vu d'ici toujours, Olivier Blanchard, à quel changement de fond les gouvernements français, qu'ils soient de droite ou de gauche, doivent procéder inéluctablement? Inéluctablement, je ne suis pas sûr. Il y a la réforme financière qu'il faut faire, qui est un problème qui se pose à la France, aux autres pays. Je ne crois pas que la France soit bloquée au point qu'il y ait une réforme absolument essentielle à faire demain. Je crois que continuer à réparer les choses, à réparer le système financier est pour le moment la grande priorité. Justement, quelles sont pour demain et presque partout, en France et ailleurs,
les valeurs clés si on veut se développer, se moderniser? Il est certain que le système d'éducation en France a besoin de réformes importantes au niveau de l'enseignement supérieur. La raison pour laquelle je suis venu aux États-Unis, c'est qu'il était bien meilleur ici, ce qui est vrai, ça fait une grosse différence. Donc là, il y a des tas de réformes à faire. Mais il y en a qui sont faites faites. En ce il y en moment. a qui sont faites, mais on part de très loin. C'est tout un état d'esprit qu'il faut mettre en place, qu'il faut changer. On y arrivera, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. L'esprit d'entreprise, de manière générale, est certainement plus prévalent ici qu'il l'est en France. Il faut l'encourager considérablement. Et les Anglais qui sont en ce moment l'objet de mesures très rigoureuses que les Français ne supporteraient pas, peut-être les Allemands non plus. Ils ont pris des décisions budgétaires courageuses. Est-ce qu'ils ont eu raison ou tort de le faire? Il faut réaliser qu'ils avaient une fenêtre politique qui s'ouvrait. Ils en ont profité. On prévoit qu'ils auront une croissance positive malgré leurs restrictions budgétaires, mais elles sont dures. Et l'Allemagne, c'est l'image du pays qui réussit le mieux, ou c'est quelqu'un qui a été malade et qui est en convalescence? L'Allemagne, à mon avis, se porte un peu mieux que les autres, dû au fait que, en gros, ils ont eu ce gros problème au moment de la réunification en 92, et qu'ils ont fait des efforts considérables pendant très longtemps. Parce qu'au G20, on verra le même Obama qu'avant, ou un Obama plus contraint. Il a joué un rôle très important au G20 jusqu'à maintenant. Je pense qu'il peut continuer à le jouer juste par sa force d'intellect et par la force de son équipe. Je pense qu'il va continuer à le faire. Oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que le G20 soit un grand moment et utile? Écoutez, je crois que le G20 va être, sinon un grand moment, au moins un bon moment pour le suivant. Je pense qu'on va arriver à trouver des solutions à ce qu'on a appelé les guerres de monnaie. Je pense qu'il y a une bonne chance qu'on sorte du prochain sommet avec des résultats. Et qu'on peut progresser vers un peu plus de gouvernance mondiale. Gouvernance mondiale, c'est toujours un peu ambitieux, il faut être prudent sur les mots, mais coordination des politiques, bien comprendre les implications de votre propre politique sur les autres. Oui, là, je crois qu'on va vers ça. Je crois qu'on y a été depuis Pittsburgh. Mais on a l'impression que depuis Séoul, et qui doit être en préparation depuis longtemps, le FMI se réforme avec des premiers pas qui ressemblent même peut-être à une révolution. Mais est-ce que Dominique Strauss-Kahn et votre équipe, vous êtes en train de transformer le FMI? Est-ce qu'il deviendrait plus juste, j'ose pas dire plus social-démocrate, en tout cas plus réformiste? D'abord l'image du fonds comme loup-garou, qui est une image qui est malheureusement partiellement vraie par nécessité, dans la mesure où, au moins du point de vue des relations bilatérales, en général, on nous demande d'aller dans des pays qui ont des difficultés et nous sommes obligés d'annoncer des vérités qui ne sont pas toujours très, très agréables. On essaie de le faire au mieux. Là encore, de ne pas être dogmatique, d'être pragmatique, de limiter les dégâts sociaux. Ça a été un élément absolument central, à la fois au Pakistan, en Grèce, en Lituanie. Donc là, je crois qu'on fait très attention. Est-ce qu'on est plus pragmatique qu'avant? Peut-être un peu plus, mais je crois que la crise a obligé tout le monde à être plus pragmatique. C'est une crise nouvelle, complexe. Il faut être ouvert, on fait de notre mieux. Avec Dominique Strauss-Kahn, en quelle langue vous parlez? Un mélange d'anglais et de français. On essaie de parler français avec des mots d'anglais qui sortent. Merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Merci messieurs. Jean-Pierre, bon retour à Paris. On vous attend lundi. Demain, c'est Fabien Amias, donc à 8h20. À 8h20. À 8h20.